Bonjour Aurélien Rousseau, merci de nous accueillir à l'ARS Île-de-France. Vous deviez ouvrir le colloque Santé 2022 Innover dans les territoires qui faisait étape à Paris, après Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Caen, Nantes et Nancy. Mais ce colloque n'a pu se tenir du fait de la pandémie Covid-19. Il sera donc organisé en digital. En Île-de-France, 4 expériences régionales d'innovation en santé sont présentées, très différentes les unes des autres, montrant bien la diversité des initiatives. Parcours de santé pour les plus de 75 ans, parcours de chirurgie bariatrique, essais cliniques et implication des patients, centre de santé sexuelle communautaire. Nous voudrions donc vous interroger sur l'innovation organisationnelle en Île-de-France. Quel état des lieux? Quels sont ses atouts, ses freins et ses faiblesses? Quelles sont les bonnes pratiques? Quel est le rôle de l'ARS Île-de-France? Mais bien sûr, tout cela doit être regardé à l'aune de la crise sanitaire du Covid-19 qui a en quelque sorte rebattu les cartes et placé l'ARS Île-de-France dans un nouveau contexte et une nouvelle dynamique. Ma première question sera donc, qu'est-ce que cette crise sanitaire a changé dans l'innovation organisationnelle en Île-de-France? Finalement, comment faire en sorte que l'extraordinaire capacité d'initiative et d'organisation développée à cette occasion se maintienne dans la durée? Bonjour d'abord et merci d'être ici. Et désolé en effet le 13 octobre, mais on était en pleine deuxième vague, une deuxième vague qui n'est pas finie aujourd'hui puisqu'on a encore beaucoup de vigilance et notamment avec une remontée des contaminations. Donc on est très concentré, mais je souhaitais effectivement avoir cet échange avec vous parce que on a beaucoup pensé au début de la crise que une partie des grands chantiers, qui sont ceux notamment de Ma Santé 2022, seraient au fond ralentis, voire stoppés par l'épidémie, par la crise sanitaire, par le fait que les équipes ici sont focalisées sur cette gestion de crise. Mais, et c'est vrai sur plusieurs champs, au fond, la crise, elle a été d'une certaine manière un accélérateur d'innovation. Et elle a aussi pu être cet accélérateur parce qu'il y avait déjà un terreau qui était là, des travaux qui étaient lancés, notamment sur le fameux article 51 ou par exemple sur le terrain numérique avec un outil comme TerrySanté. Et simplement, dans la crise, ça nous a obligés, et j'emploie le mot à dessein, à être encore plus agile et à faire de ces outils qui sont par construction lourds parce que c'est des outils expérimentaux mais qui peuvent préempter quelques grandes décisions. Ça nous a obligés à faire de ces outils des outils réactifs capables d'être déployés très rapidement pour répondre aux besoins des usages d'une crise totalement inédite. Et donc en effet, je pense que nous serons dans une situation où on va pouvoir faire fructifier une partie de ces avancées. Je pense en particulier au sujet du lien entre la ville et l'hôpital. On a réussi extrêmement rapidement, dès le mois de février, à construire des dispositifs de suivi des patients Covid+, en lien entre la ville et l'hôpital, suivis qui se font avec des acteurs comme l'ARS, l'URPS Médecins Libéraux, les autres professionnels de la santé et la PHP, qui aurait dit il y a quelques mois qu'en quelques jours, parce que c'est vraiment une question de jours dont il s'agit, on était capable de monter d'un côté Covidom ou d'un autre côté e-Covid qui remplissent des services extrêmement importants et qui aurait été capable de dire que pendant toute cette période, on a continué à travailler avec des acteurs, justement, par exemple l'URPS et la PHP, pour projeter cette organisation collective dans la suite des événements. Alors est-ce que vous pensez justement à cette nouvelle façon de travailler, en particulier entre la ville et l'hôpital, est-ce que vous pensez que c'est un effet tout à fait transitoire ou comment vous allez réussir à pérenniser, faire en sorte que les gens travaillent plus ensemble, les professionnels de santé en particulier? Moi, je crois que l'effet est tellement structurant qu'il ne peut pas être transitoire. Tout le monde sait qu'on a franchi une étape et que cette étape, ça n'est pas juste une étape sur le papier, ça n'est pas simplement réaliser ce qu'on raconte les uns et les autres depuis 10 ans sur les parcours. Concrètement, ce qui a été fait, notamment entre la ville et l'hôpital, nous a permis de gérer la deuxième vague épidémique avec des outils que nous n'avions pas du tout au cours de la première vague. Et quand, par exemple, il y a maintenant 1 mois et demi, j'ouvrais un grand Zoom, pour prendre les termes désormais dans le vocabulaire de tout le monde, entre les professionnels hospitaliers, notamment de l'infectiologie et de la réanimation de l'hôpital de Pontoise, et 1000 libéraux du Val d'Oise, en Zoom, avec évidemment le Conseil de l'Ordre, avec la directrice de la délégation départementale de l'ARS, pour travailler sur
le repérage précoce des malades Covid, les conditions d'envoi d'oxygénothérapie à domicile, les nouveaux traitements qui permettent de stabiliser des malades. Tout ça, ça a eu des conséquences concrètes. Ça a eu des conséquences sur le fait qu'on a pris les plus jeunes beaucoup plus tôt, qu'on a évité la saturation des services de réanimation, que la moyenne d'âge en réanimation est montée de 5 ans entre la première et la deuxième vague. Donc je pense que tous les acteurs savent aujourd'hui qu'on a entre les mains, si je puis prendre un terme un peu de l'entreprise, un actif, et que cet actif, il nous appartient de le faire fructifier, et que si nous ne le faisons pas fructifier, nous détruirons de la valeur. Et alors, quel est le rôle concrètement de l'ARS Île-de-France dans toutes ces innovations? Alors, les innovations, dans le cadre de Ma Santé 2022, certaines ont été un petit peu décalées, avec évidemment l'épidémie qui a bouleversé beaucoup de choses. Mais quel est votre rôle? C'est un rôle d'initiative, d'aide, comment vous le définirez? Je ne crois pas qu'on puisse dire un rôle au singulier. Et moi, c'est la volonté qui a été la mienne ici, c'est de dire, en fait, il y a des sujets sur lesquels on va prendre le leadership. Je prends un exemple, et celui-ci, je ne sais pas comment il se transcrira dans le temps de paix, si je puis dire. Mais quand, autour du 15 mars, on s'est aperçu qu'on allait avoir un besoin très important de renfort pour aller aider à armer les hôpitaux et les EHPAD avec des personnes qui allaient venir appuyer, on s'est aperçu qu'on allait avoir du mal à seulement compter sur la réserve sanitaire, même si elle s'est beaucoup mobilisée. Et donc là, on s'est tourné vers des acteurs et une start-up en particulier en disant « Est-ce que vous pouvez nous aider à construire un outil ?» On a construit de toutes pièces un outil qui s'appelle Renfort Covid et qui a permis de mettre en lien près de 50 000 personnes qui étaient volontaires avec les besoins des hôpitaux et des EHPAD en Île-de-France. Ça, Renfort Covid, qu'après, les autres ARS s'en sont saisis. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est devenue nationale. Là, on était en pilotage direct. Dans beaucoup d'autres cas, il y a une partie des cas où on s'est dit on va lancer ce chantier, mais on a beau être extrêmement malin, il y en a d'autres qui le sont tout autant. C'est le cas par exemple sur le suivi à domicile qu'on évoquait tout à l'heure avec Covidom qui a été soutenu par l'ARS et dans le même temps, nous, on a développé un outil à partir de TerrySanté qui était au bénéfice de tous les autres établissements hors APHP. TerrySanté justement et Covidom n'arrivent pas un peu en concurrence ou comment ça s'articule? Moi, un principe de la gestion de crise, c'est qu'il ne faut pas avoir ni de susceptibilité institutionnelle, ni commencer à essayer de recréer des barrières que de toute façon le virus nous oblige à faire tomber. Donc notre conviction, ça a été, on a un outil, ils sont partis à peu près en même temps, ils ont des fonctionnalités proches. Nous, l'idée, c'était de dire, il y a déjà quelques acteurs en Île-de-France, il n'y en avait pas des milliers, ou des dizaines de milliers, mais il y en avait quelques milliers qui s'étaient déjà appropriés TerrySanté. On a dit, on va pour eux déployer un module spécifique. Et il y a plein d'endroits dans lesquels c'est ce module spécifique. Il y a 15 000 patients Covid qui sont suivis par e-Covid, donc qui est le module Covid de TerrySanté. Et parce qu'on se dit, ça va être un accélérateur pour TerrySanté aussi. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. C'est le moment où on a des idées, on développe des projets, mais on sait qu'on ne va pas les développer seul. Il faut des acteurs, il faut les libéraux, il faut les médecins hospitaliers. Et après, il y a tout un champ dans lequel on est aussi venu en soutien d'initiatives dont on n'était pas les initiateurs, parce qu'on considérait que c'était une bonne réponse, et donc qu'on pouvait mettre, et c'est souvent une question soit d'argent, soit de mettre à disposition les outils du GCS, qui est aujourd'hui un groupement d'intérêt public, Cézanne, qui est Cézanne est l'acteur du numérique en santé, de mettre des ressources au service d'initiatives. Je pense par exemple au boulot exceptionnel qui est fait en Essonne et sur le sud Seine-et-Marne, qui préfigure un peu le service d'accès aux soins. C'est un boulot dans lequel nous, on est allé au soutien d'une initiative qu'on n'avait pas inventée. C'est aussi ça, si je puis dire, le rôle d'une administration moderne, c'est de se dire, il n'est pas forcément nécessaire qu'on ait eu l'idée pour pouvoir piloter le truc. Il y a des initiatives privées qui... Donc si on a des idées, on peut venir vous voir. Ben oui, et au quotidien, c'est le cas. Peut-être on pourra donner, je ne vais pas le faire là, mais on a y compris une adresse générique sur innovation. C'est un peu ce qu'on avait fait l'an dernier avec cet appel à innovateurs. L'idée de dire en fait l'expertise métier dans le système de santé, on peut en avoir une partie, mais elle est beaucoup entre les mains
des gens qui, au quotidien, font vivre ce système de santé. On a l'impression que le numérique, c'est vraiment ça ce qui est, avec la télémédecine en particulier, complètement explosé. Et on a l'impression aussi que c'est vraiment votre sujet. Est-ce que vous pensez qu'en dehors du numérique, il y a d'autres innovations organisationnelles où le numérique est partout maintenant? Non, je pense que d'abord, le numérique est partout, mais le numérique, c'est souvent ce qu'on associe le plus facilement à l'innovation, mais il n'y a pas que ça. Je le disais tout à l'heure, quand l'an dernier, on a lancé l'appel à innovateurs, il y a des projets qui étaient des projets un peu de bon sens, quelquefois aidés par le numérique, mais le numérique comme facilitateur, et qui n'étaient pas des projets d'une sophistication technique très importante. Il y a un point aussi, peut-être qu'il faut redire, parce que je pense que ça va rester très durablement, enfin plus exactement 2 points. Le premier, c'est le fait que nous sommes assis, nous, les agences ou les opérateurs publics, sur un tas d'or. Ce tas d'or, ce sont les données dont nous disposons. Et dans les innovations extrêmement puissantes, il y a eu l'utilisation de la donnée. L'utilisation de la donnée, y compris pour construire des outils prédictifs. C'est notamment ce qu'on a fait avec l'outil qui s'appelle le STEP, qui est un outil qui nous permet de prédire en fonction des données d'aujourd'hui les hospitalisations à J+7 et à J+15. Alors ces données, c'est quoi ces données? C'est toutes les données d'hospitalisation que nous récoltons, y compris dans nos entrepôts de données, dans l'entrepôt de données de Cézanne. Et après, des algorithmes vont prendre le relais et vont nous cibler des perspectives sur l'occupation des lits. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas juste pour le plaisir. C'est comme ça qu'on a pu monitorer un niveau de déprogrammation de deuxième vague beaucoup plus ajusté en fonction de la progression de l'épidémie que ce qu'on avait eu en première vague. En Île-de-France, au fond, on n'a pas dépassé les 40% de déprogrammation, en prenant un peu de risque, parce qu'on n'avait pas beaucoup de marge, c'était tangent, mais en se disant, aujourd'hui, on a pu construire, parce qu'on a commencé dès le mois d'avril, un outil prédictif. J'espère qu'on saura le projeter pour prédire sur la bronchiolite, sur la grippe. Et comme ça, la donnée, c'est un des alors, éléments. Cézanne, c'est quoi exactement? Ça a été créé quand et quel est son objectif? Le GCS Cézanne, c'était à l'origine donc GCS, un groupement de coopération sanitaire, qui regroupe les établissements de santé, l'URPS, les URPS. Donc la médecine de ville aussi. La médecine de ville, tous les acteurs de ville, pas que la médecine de ville, et qui était en fait l'idée de dire on se dote, comme tous les GCS, d'un outil conjoint pour porter des projets qu'on ne porterait pas individuellement, ou sinon que seul le privé pourrait d'une certaine manière vendre. Et ce GCS, Cézanne, c'est lui qui a été chargé par l'ARS de construire l'outil Terri-Santé. Et là, depuis quelques semaines, on a fait l'Assemblée Générale Constitutive il y a 3 semaines. C'est devenu un groupement d'intérêt public, justement au service de l'innovation numérique en santé, avec l'idée que notre sujet, c'est les utilisateurs, les usages, et qu'on apprenne collectivement. Et de ce point de vue-là, la crise a été un coup de fouet à nous tourner vers de quoi les utilisateurs ont besoin. On a tendance quelquefois, nous, l'administration, pour dire les choses clairement, à construire les outils les plus sophistiqués possibles, des jardins à la française, mais en fait, concrètement, il faut que la première brique de tout cela, ça soit les besoins, les usages concrets du médecin qui est dans son cabinet. Et là, on dit que tout est cloisonné un petit peu, mais est-ce que vous travaillez avec le Health Data Hub? Est-ce que vous travaillez avec l'Agence numérique en santé? Est-ce que tout ça s'articule bien maintenant? Oui, parce que oui. Ça n'a pas été le cas quand même. Ça n'a pas toujours été le cas, et vous n'avez pas cité un acteur qui est l'assurance maladie. Évidemment qu'on est articulé. Le Health Data Hub, on l'est d'autant plus qu'un des projets du Health Data Hub sur la prédictibilité de l'infarctus du myocarde, c'est un projet porté par l'ARS Île-de-France avec évidemment d'autres acteurs et notamment des SAMU. Voilà, donc on est acteur là-dedans. Et oui, aujourd'hui, ce schéma global, il y a un schéma global d'organisation du côté du numérique en santé avec notamment les grades, donc qui sont ces groupes régionaux, et nous c'est Cézanne qui est cet acteur numérique, qui s'inscrit dans un cadre global. C'est pour ça que moi j'ai présenté tout ça. Je ne sais plus maintenant, le calendrier s'efface un peu dans ma tête, je crois que c'était en janvier au Tour de France du numérique en santé, où on a présenté ces solutions. Et là aussi, je dis, la crise, elle nous a aussi renforcé encore dans la nécessité d'endosser, nous, acteurs publics, la complexité. Donc, on doit parler d'une même voix avec l'assurance maladie, et on parle d'une même voix. Après, on s'occupe de répartir entre les compétences des uns et des autres, mais les professionnels libéraux, notamment,
ils ont besoin qu'on ne leur dise pas il y a 50 interlocuteurs si c'est le même sujet. On essaye de parler d'une même voix. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais c'est notre volonté très claire. Justement, l'article 51 qui permet des dérogations dans un cadre d'innovation organisationnelle, il est développé par l'ARS et l'assurance maladie qui travaillent ensemble, mais parfois pour les professionnels c'est un peu compliqué. Alors est-ce que cette simplification que tout le monde réclame, est-ce que la crise sanitaire va permettre de un peu simplifier? Quel est votre regard sur cet article 51 que les gens utilisent, mais ils trouvent que c'est compliqué? Non, mais l'article 51, c'est un outil, je pense, extrêmement puissant, puisqu'il permet quand même de déroger à des règles, notamment de financement, pour pouvoir prendre en compte des parcours globaux. Vous le citiez par exemple sur le parcours de soins des plus de 75 ans, ou pour pouvoir mieux prendre en compte des épisodes de soins qui sont, on le sait, plus complexes, et vous citiez la chirurgie bariatrique. Avec une rémunération plus souvent forfaitaire. Avec une rémunération. Ce qui est un peu une révolution. Absolument. Alors, on est, avec les articles 51, pris dans une sorte d'injonction un peu contradictoire, mais on se heurte tous à cela. C'est qu'à la fois, c'est de l'expérimentation, mais à la fois, il faut que dès cette étape d'expérimentation, on réfléchisse aux conditions dans lesquelles on va pouvoir reproduire cette expérimentation. Et donc, notamment, il faut qu'on soit clair sur les données d'évaluation. Donc, c'est vrai que quelquefois, et on le vit tous les jours, les porteurs de projets ont une idée séduisante, on voudrait pouvoir essayer, mais nous, on veut se dire aussi que si jamais ça marche, on est suffisamment prototypé ça pour que ça soit diffusable. Et donc, on essaye avec les équipes nationales, que ce soit à l'échelle régionale ou avec les équipes nationales, à simplifier encore et encore. Le ministre nous le demande avec beaucoup de force. Et je crois là aussi que la culture de cette crise sanitaire va nous conduire à accepter un peu plus ce type de solutions qui sont des solutions expérimentales, mais en même temps, on parle beaucoup, c'est de l'argent public, hein, enfin, c'est de l'argent des organismes de sécurité sociale notamment, et nos concitoyens ne nous pardonneraient pas de traiter tout cela à la légère. Donc c'est ça l'injonction un peu contradictoire, oui. Mais je pense aussi que l'article 51 sortira boosté. Et quand je dis booster, ça veut dire qu'on est un peu bousculé et en même temps que c'est un accélérateur pour cela aussi. Alors, dernière question sur le service d'accès aux soins, le SAS. Il y a 2 territoires, je crois, en Ile-de-France qui sont concernés. C'est là aussi une expérimentation. Est-ce que ça part bien? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer? Là aussi, c'est très important parce que ça décloisonne, ça permet aux patients d'aller à l'endroit précisément où il doit aller et pas forcément engorger les urgences. Sur les SAS, vous êtes confiant? Moi, je suis confiant. D'abord, vous voyez, typiquement, c'est des projets qui ont été conduits et les appels à projets ont été menés pendant la crise. Mais ils ont été menés pendant la crise parce qu'en fait, ils ont correspondu aussi à des modes d'organisation qu'on a expérimentés pendant la crise. Et notamment le lien entre les libéraux, la médecine de ville et les SAMU, par exemple. Donc, les 2 projets qu'on a, que ce soit sur la plaque Paris-Petite Couronne, avec la PHP notamment, ou le projet qu'on a dans les Yvelines, sont 2 projets très différents, mais qui montrent aussi que les conditions de l'accès aux soins, on va là aussi, c'est un peu notre révolution à nous aussi, de se dire qu'on va avoir des modes d'organisation différenciés en fonction de la situation dans les territoires. Dans les Yvelines, par exemple, il y a une association des professionnels libéraux, une APTA, hyper dynamique, engagée, qui a été une actrice extrêmement importante de la crise. Et le département s'associe d'ailleurs à cette démarche. Exactement. Donc là, il y a un écosystème local, on s'appuie dessus pour faire une politique de santé. On a un autre système dans d'autres endroits et sans doute qu'il y a des territoires dans lesquels on fait du SAS sans forcément l'appeler comme tel. Et je pense que c'est une dynamique extrêmement forte que là aussi, la crise sanitaire nous aura conduit à accélérer. Et en conclusion, vous pensez qu'il y aura un avant et après Covid en termes pour Ma Santé 2022 et d'innovation organisationnelle? Oui, je le pense. Alors peut-être que ce n'est pas le bon moment pour tirer des conclusions parce qu'on est encore en pleine crise, parce qu'on doit jusqu'à la dernière minute être en vigilance absolue et on ne va pas poser le mot fin tant qu'on est sûr de rien. Donc toute conclusion est par construction provisoire. Et généralement, les gens qui ont été sentencieux dans cette crise, quelques mois après, on peut leur renvoyer leur déclaration. Donc je suis prudent, mais je crois que ça n'est pas juste quelque chose de circonstance, que quelque chose s'est passé, qu'il y a eu un effet cliquet et qu'on sait que l'innovation
est un outil, ça on le savait, on le dit sur le papier, que les modes de coalition public, privé, libéraux, privés, ville, hôpital peuvent se monter rapidement sur des projets avec des preuves rapides. Parce que je crois que c'est ça aussi que le Covid a montré, c'est qu'on a besoin de preuves rapides que la coalition, que la coopération est plus forte que chacun dans son couloir. Là, on a été obligé de le démontrer et j'espère que cette démonstration, on la portera durablement ensemble. Merci. Merci.